Les Talkers, quelle ambiance, quel match, quelle dramaturgie. Finalement, les qualificatifs me manquent pour vous décrire ce long métrage de la balle jaune signé Andy Murray et Thanasi Kokkinakis. Un long métrage grand format de 5h45 qui nous aura emmené jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de l'irrationnel. Andy Murray, l'ex numéro 1 mondial, le triple vainqueur en Grand Chelem, le double champion olympique, n'a en réalité jamais réussi à retrouver son niveau de jeu depuis son opération à la hanche, mais il n'a peut-être jamais été aussi légendaire. Ce qu'il vient de réussir, c'est un magnifique plébiscite pour notre sport et surtout un magnifique plébiscite pour le format en 5-7, un format qui est en danger et qui, selon moi, doit absolument être défendu. C'est pour ça que j'aime le tennis et c'est pour ça qu'on en parle ensemble juste après le jingle. Passion, persévérance, souffrance, ces trois mots peuvent résumer à eux seuls les dernières années sur le circuit d'Andy Murray. Parce qu'en réalité, à 35 ans, le Britannique n'a plus grand chose à prouver. Je l'ai dit, il a un palmarès exceptionnel. Il a 3 titres du Grand Chelem à l'US Open en 2012, à Wimbledon en 2013 et en 2016. Il a aussi bien évidemment 2 médailles d'or olympiques consécutives à Londres en 2012 et à Rio en 2016. Il a la Coupe Davis, il a occupé la place de numéro 1 mondial pendant 41 semaines à l'ère du Big Free. Bref, le Britannique s'est fait une place de choix dans l'histoire du tennis, une place qui prend peut-être aujourd'hui un tournant encore plus spécial tant il a fait de sacrifices dont son corps a dû vraiment payer le prix fort. Alors ce que je vous propose de faire, c'est un petit flashback de quelques années, de 4 années. Alors c'est pas grand chose 4 années, mais en année tennis, c'est une éternité. Souvenez-vous, nous sommes en 2019 à l'Open d'Australie et on est en conférence de presse. Andy Murray s'effondre totalement en larmes devant les journalistes parce qu'il est arrivé au bout. Il est arrivé au bout physiquement, au bout mentalement, face à une hanche qui ne cesse de le torturer. Et donc il envisage vraiment la fin de sa carrière, tout le monde envisage la fin de sa carrière. Il dit lui-même que s'il finit sur ce dernier match, ça serait une belle sortie. Quelques semaines plus tard, on le retrouve sur Instagram, souriant, avec un sourire presque en fait paradoxal puisqu'il est sur un lit d'hôpital, il apparaît fatigué, il a des infiltrations dans la main, mais comme toujours, Andy trouve le mot pour rire ou peut-être le mot pour s'échapper face à une situation où on pourrait croire qu'il est dans l'impasse et il nous indique que sur la seconde photo, il a quand même pris un petit peu de ventre. Mais évidemment, comme dans toute bonne série, le héros ne meurt jamais à la fin. Et Andy va caresser l'espoir de revenir. Alors pour ça, il va pas hésiter à retrouver l'anonymat des challengers, des qualifs, ne serait-ce que pour rentrer à nouveau dans le top 100, ne serait-ce que pour retrouver les premiers tours de Grand Chelem et retrouver leur ambiance. Alors il faut savoir aussi que Andy Murray n'a pas toujours fait l'unanimité dans la presse britannique. Au début, quand il perdait, on le qualifiait d'écossais, et puis forcément quand il gagnait, on le qualifiait d'anglais. Et donc ça n'a pas toujours été le gendre idéal d'outre-Manche. On a souvent critiqué son ton trop monocorde avec les journalistes, son air renfrogné, son attitude négative. Mais aujourd'hui, je pense que le Britannique est un héros populaire. C'est même doublement un héros populaire. Premièrement pour ses résultats sportifs bien sûr, mais aussi pour sa force de caractère. Et je vous l'ai dit, comme dans toute bonne série, le héros ne meurt jamais à la fin. Et pour moi vraiment, ce match contre Kokkinakis, c'est l'aboutissement d'un comeback réussi. C'est l'aboutissement de toutes ces années de galère. Et on va en parler tout de suite parce que ce match m'a vraiment fait lever de ma chaise. Alors Andy Murray, il est arrivé sur cet Open d'Australie en nous montrant pas grand chose de différent que ce qu'on avait connu de lui dans les mois précédents, j'ai envie de dire. Il arrivait sans grande confiance et on pouvait pas deviner qu'il allait ressusciter ce niveau de tennis qu'on avait presque oublié de lui. Il avait perdu contre Korda juste avant à Adélaïde. Et puis là, vraiment, il explose totalement, j'ai envie de dire, il explose à nouveau Andy Murray. Alors il est passé in extremis au tour d'avant, il faut se rappeler quand même, en 5-7 contre Berrettini, où il sauve une balle de match, où il s'était déjà vraiment employé physiquement. Et moi je pensais qu'il allait accuser le coup contre Kokkinakis, contre un jeune joueur en plus qui sert très fort, qui prend la balle assez tôt, qui vient vite au filet, qui a une bonne main, enfin vraiment un peu tout pour l'embêter. Et puis surtout, Kokkinakis, il était en bonne forme, il venait de faire sa demi à l'ATP 250 d'Adélaïde 2, donc c'était un match pour moi qui n'était pas joué d'avance, mais en tout cas qui était vraiment favori pour Kokkinakis.
Et dans les deux premiers sets, le scénario attendu finalement s'est déroulé. Kokkinakis a très bien servi, il a utilisé son gros coup droit pour vraiment rentrer dans le terrain face à Murray, mais quand même, c'était déjà un très bon match. Les deux joueurs jouaient déjà très bien, avec une grosse intensité, mais voilà, Kokkinakis est au-dessus et il s'impose 6-4, 7-6 dans les deux premières manches. Alors là, on est dans la troisième manche. Il y a donc 6-4, 7-6 pour Kokkinakis, il mène 2-0, mais il a une balle de break à défendre. Et Murray va vraiment la switcher complètement, va faire tourner le match. C'est pour moi à ce moment-là où on bascule dans l'irrationnel. J'espère que vous vous souvenez tous de ce point. J'espère voilà, vous le faire revivre un petit peu. Kokkinakis sert très bien, il enchaîne deux très bonnes attaques assez longues, assez profondes en coup droit. Il monte au filet et là, il va falloir qu'il enchaîne 4 matchs pour au final ne même pas gagner le point parce que Murray est partout et il va finir par un coup droit dans le filet. Le public s'enflamme, Murray s'enflamme aussi. À ce moment-là, pour moi, le match se switch vraiment et quand on est fan de tennis, on sent quand même que quelque chose peut se passer sur ce match. Mais c'est aussi et surtout tennistiquement que Andy va vraiment élever son niveau de jeu et notamment son niveau d'agressivité, lui qui ne faisait vraiment plus trop mal à personne. Il va notamment retrouver sa faculté de retourner bloqué, que ce soit en coup droit ou en revers. Il va beaucoup mieux servir, il va par exemple gagner 72% de ses points au service. Il va aussi beaucoup plus vers l'avant avec 84% de points gagnés à la volée. Et puis je l'ai dit, il va retourner beaucoup mieux. Et donc là, il va utiliser toutes ses facultés, tout son œil, tout son sens du jeu pour aller couper les trajectoires juste après le service, prendre très tôt et donc prendre à la gorge Kokkinakis qui a quand même de longues préparations. En coup droit, il y a un peu une gestuelle similaire, je trouve, à Kyrgios. Et donc Kokkinakis, si on lui le prend de vitesse, si on lui prend du temps, il va aussi jouer plus court. Et ça, Murray l'a très bien fait. Il a quand même gagné 35% des points en retour, ce qui est quand même pas négligeable. Et d'ailleurs, pour continuer à vibrer avec nous, pour suivre toutes nos analyses, pour suivre tous nos lives, toutes nos réactions, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche évidemment pour recevoir toutes les notifications. Alors ensuite, je pense que dans le cinquième, la tactique compte plus vraiment, tant les deux hommes sont allés chercher loin, mentalement, physiquement. Et il faut quand même souligner que le match a fini à 8 minutes du record historique du match le plus long à Melbourne, qui reste donc le Nadal Djokovic homérique en 2012 avec ses 5h53. Mais Murray marque tout de même le monde des records puisqu'il devient le seul homme à avoir gagné 10 matchs en Grand Chelem en étant mené 2-7-0. Voilà, il a cette stat incroyable d'avoir gagné donc 11 matchs officiellement en étant mené 2-7-0. Donc voilà, on a vu deux joueurs vraiment aller au bout de leur capacité, aller au bout de leur capacité physique, mentale, et je pense que c'est un match qui explore toutes les facettes psychologiques de notre sport. On sait que c'est un sport qui peut rendre fou, pour citer le titre d'un livre de Gilles Simon. Mais vraiment pour moi c'est un match emblématique d'un modèle qu'il faut défendre et d'un format qu'il faut défendre. Ce format c'est le format Grand Chelem, c'est le format en 5-7 et c'est un format qui est en danger et que je vais tenter de défendre. Alors c'est presque une banalité aujourd'hui de relever que le tennis et le sport en général sont consommés, sont des objets, des produits de consommation. Et en fait, on consomme du tennis aujourd'hui comme on consomme pratiquement une série Netflix. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en ce moment avec Breakpoint. Et au tennis, on a un format qui a envahi toutes nos plateformes, tous les réseaux sociaux. C'est le format highlight. C'est le format qui est le plus regardé et qui est le plus demandé limite par les spectateurs. C'est un format court, voilà, une sélection plus ou moins hasardeuse des faits de jeu d'un match. Alors forcément, ça va être les faits de jeu les plus spectaculaires qui vont être privilégiés. Le twinner de Kyrgios va être privilégié aux variations tactiques, voilà, par exemple dans Andy Murray. Alors Adam Silver, qui est l'actuel commissionneur de la NBA et qui est très pointu sur ces sujets, qui s'intéresse beaucoup à ces sujets, parce que la NBA est aussi en proie aux mêmes mutations, il nous résume cette stratégie marketing de la façon suivante. Pour lui, ces highlights, donc ce format court, sont en fait des apéritifs qui doivent amener le spectateur à consommer le plat de résistance qui est en fait le match entier. Alors jusque-là, rien d'étonnant, c'est une stratégie marketing plutôt banale, plus on diffuse, plus les gens vont consommer. Le problème se pose quand le plat de résistance,
c'est-à-dire les matchs au tennis en Grand Chelem en l'occurrence durent en moyenne 2h24 et que le highlight, lui, le format court, dure entre 5 et 10 minutes et regorge de saveur. Alors c'est ainsi que les coups les plus spectaculaires vont devenir la norme. Et en fait, les longs rallyes finalement, ou les variations tactiques, ou les fautes aussi qui font partie du tennis, parce que le tennis c'est pas que des coups gagnants, c'est pas que des moments spectaculaires, parce que sinon on serait étouffé tout le temps. En fait, un match en 5-7, il y a forcément des creux, il y a forcément des moments de moins bien, mais c'est aussi ça qui montre toutes les facettes de l'humain, tout ce qui fait le sel de notre sport. Eh bien, ces moments-là vont devenir ennuyeux pour le spectateur, parce que on utilise en fait des biais cognitifs qui sont inhérents à tout le monde et on va jouer effectivement sur les plus fortes émotions et finalement petit à petit on va de moins en moins accepter les moments un peu creux dans les matchs. Le décalage entre la réalité et l'emballage commercial de notre sport est donc en train de se creuser et on le sait, le tennis attire de moins en moins de téléspectateurs, en particulier les jeunes, et j'ai bien peur que les instances mondiales du tennis et les organisateurs doivent réaliser une mutation de la façon dont on consomme notre sport et que cette mutation va être dictée par la réalité économique du marché de l'attention. Et donc pour coller avec la demande, ils envisagent en tout cas de raccourcir le temps de jeu. Ce qui donne déjà aujourd'hui 4 grands chelems avec 4 formats différents, personne n'y comprend plus rien. Et voilà, on va avec des formats de plus en plus courts. Je prends par exemple l'UTS de Patrick Mouratoglou. Alors certes, l'UTS n'est qu'au stade d'exhibition, mais j'ai l'impression qu'elle pourrait devenir le business model dominant dans les dizaines d'années à venir, parce qu'elle concentre finalement tout ce que disait Adam Silver, le commissionneur de la NBA à propos des highlights. Elle concentre évidemment tous les moments spectaculaires. On a un match à regarder en 10 minutes avec des cartes à jouer, avec des twinners, des services volés, des raquettes cassées, des rétros. Finalement, c'est un repas de 5 heures qui est transformé en fast-food de 10 minutes. Mais alors finalement, que se passe-t-il lorsque l'apéritif devient le plat de résistance? Eh bien moi, je ne sais pas vous, mais j'ai encore faim, j'ai encore envie de le défendre ce modèle. J'ai pas envie que la réalité économique, que les impératifs économiques priment sur tout. Et je pense que de toute façon, si l'on réalise cette mutation-là, en réalité, ça sera pas bénéfique pour le tennis, ça sera pas bénéfique pour notre sport. On voit que les grands moments se réalisent avec ce temps, ce format. Certes, c'est du temps long, certes, c'est de l'éducation à faire pour le téléspectateur, parce qu'il faut accepter des moments de creux, mais s'il vous plaît, ne supprimez pas ce format qui continue à nous faire vibrer. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Samedi, il y aura un live à 20h avec Cons pour débriefer encore une très belle journée de tennis. D'ici là, à ciao les talkers.